Nous allons prendre maintenant la direction de la Manche en accueillant deux nouveaux candidats pour un face-à-face sur la troisième circonscription de la Manche, celle de Coutances-Valognes. C'est une circonscription qui est forte de 137 000 habitants répartis dans 202 communes qui s'étendent de Bricbec au nord jusqu'à Bréal au sud. C'est une circonscription entre terre et mer avec des problématiques de niveau de revenus, d'attractivité pour les jeunes, mais aussi des questions d'accès aux soins, de prix de logement ou encore des problèmes d'insécurité dont se plaignent certains habitants. Nous allons en parler avec nos candidats. Benoît Martin, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Cotentin, m'a rejoint. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Avec nous donc les deux finalistes de ce scrutin, Stéphane Travert, bonsoir. Bonsoir Franck Beignet, bonsoir Benoît Martin, pardon. Député sortant, candidat pour la majorité présidentielle Ensemble Renaissance, et Pierre Giry, candidat Les Républicains soutenu par le Rassemblement National. On va voir vos scores du premier tour. Vous êtes pratiquement à égalité, hein. Pierre Giry, vous devancez Stéphane Travert de 0,7 points, soit 493 voix. Et on peut dire que rien n'est joué, Benoît. Effectivement, rien n'est joué dans cette circonscription, puisqu'on a noté dès dimanche soir le retrait d'une des candidates qui était qualifiée pour ce deuxième tour, la candidate du Nouveau Front Populaire, Gaëlle Vérove. Regardez, c'était en direct sur nos antennes. Pour moi, il est hors de question que notre troisième circonscription ait un député issu des rangs de l'extrême droite. Ça veut dire quoi ? Donc, je me désiste et j'appelle à voter très clairement pour Stéphane Travert. Voilà, le retrait de Gaëlle Vérove à votre profit, Stéphane Travert. Ceci dit, les électeurs ne sont pas obligés de suivre les consignes des candidats qui se désistent. Ce sont des électeurs de gauche qui ont été marqués par la politique menée par la majorité sortante, que vous incarnez d'une certaine façon sur cette circonscription. Est-ce que vous espérez un report massif de ces électeurs sur votre candidature ? Moi, je salue la décision de Gaëlle Vérove de se retirer et d'appeler à voter et à rejoindre ma candidature. Mais désistement ne signifie pas ralliement, et je sais les différences, les divergences qu'il peut y avoir entre nous sur les différents programmes que nous avons pu mettre en œuvre durant cette élection. Maintenant, l'enjeu, il est autre. C'est est-ce que l'on doit laisser ce pays aux mains du Rassemblement national ? La réponse est non. Est-ce que nous devons nous battre dans l'arc républicain avec les citoyens qui sont épris de liberté, qui veulent porter les valeurs de progrès, d'humanisme, de solidarité, et bien faire en sorte que demain nous puissions travailler au sein d'une coalition qui va du centre-gauche au centre-droit, dans cet arc républicain où nous pouvons proposer une société qui se rassemble, une société qui sait débattre avec respect et où nous pouvons continuer à transformer le pays. Parce que vous trouvez que justement le débat n'a pas été respectueux depuis le début de la campagne, hein ? Je ne parle pas de la campagne, je parle de ce qui s'est passé durant les 2 dernières années où ce pays a eu beaucoup de mal à débattre. On l'a vu à l'Assemblée nationale où les débats ont été très houleux sur l'ensemble de ce début de législature. Et donc, nous devons ramener à la fois de la nuance, du respect, de la tolérance et ramener aussi une qualité de débat pour que nos concitoyens ne s'éloignent plus de la politique. Pierre Giry, vous êtes candidat LR soutenu par le Rassemblement national. Comment vous comptez l'emporter dimanche prochain, en sachant que la candidate Gaëlle Vérove du Parti communiste soutenu par le Nouveau Front Populaire dit qu'il faut faire barrage à votre candidature? Je ne me reconnais pas du tout dans ces manœuvres. Ma conception de la politique, c'est de défendre des convictions. C'est pas de faire de la tambouille avec les voix que les électeurs ont portées sur vous et vous ont confiées. Il y a quelques jours encore, Gabriel Attal et la Macronie avaient des mots très durs contre la NUPES. Et la NUPES, des mots très durs contre le macronisme. Et les électeurs qui ont voulu s'opposer à la Macronie, à 7 ans de macronisme, en mettant un bulletin NUPES dans l'urne, doivent, je pense, se sentir trahis. Donc ce que vous dites, c'est qu'ils n'iront pas jusqu'à voter pour M. Travers. Ceux-ci n'ont vraisemblablement pas voté pour vous. Où sont vos réserves de voix ? Parce que vous n'en avez pas beaucoup quand on regarde les résultats du premier tour. Je les appelle justement à se rassembler autour de ma candidature d'union nationale. Nous souhaitons rassembler les Français. Le pays est aujourd'hui divisé. 7 ans de macronisme ont laissé le pays divisé. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la révolte des agriculteurs qui est encore toujours visible dans nos campagnes avec les panneaux toujours très nombreux à être retournés. Et
s'ils veulent retrouver la cohésion nationale, retrouver la cohésion de notre pays, je les invite à se rassembler autour de ma candidature d'union nationale, d'union des droites, pour redresser la France. Alors, c'est vrai que l'accord Éric Ciotti et Marine Le Pen n'a rien à voir avec de la tambouille électorale. Hein, mais, pas du tout. C'est autre chose. C'est une autre tambouille, mais c'est celle de l'extrême droite. Mais elle est bien connue aussi. Justement, Monsieur Travers, c'est un accord de conviction. Parce que nous nous rassemblons sur des priorités mais ce ne sont pas les nôtres. Des Français. Ce ne sont pas nos convictions. Et justement, parce que ces convictions sont totalement contraires aux nôtres, que nous voulons vous battre. C'est une soif de sécurité. Et juste une toute petite question, puisque ce sont vos convictions, et simplement sur les candidats, oui, mais sur les candidats justement du Rassemblement national qui ont été épinglés ces derniers jours avec des propos antisémites ou racistes. Voilà. Est-ce que ça vous dérange, vous, justement, puisque vous êtes une force d'appoint au Rassemblement national, peut-être demain de siéger avec des candidats comme ceux-là qui seraient élus? Alors, je ne siégerai pas avec eux, car ils ont été exclus. Mais il y en a d'autres, on dit qu'un quart des candidats ont tenu des propos de ce genre depuis le début de la campagne. Donc peut-être certains seront... J'attends de voir les preuves. On ne peut pas juger sur pièce. Ça a été recensé. Elles sont là, elles ont été reconnues par la direction du Rassemblement national qui a exclu notamment une candidate sur la circonscription de Caen. Absolument, inadmissible. C'est inadmissible. Il y avait déjà des profils au Parlement qui pouvaient poser question. Ce qui était dit tout à l'heure par Stéphane Travers, qui est important. La décision courageuse d'Éric Ciotti de rejoindre, de créer cette alliance avec le Rassemblement national, c'est un accord de conviction parce que nous nous retrouvons sur les priorités. Ce sont celles des Français. C'est de rétablir la sécurité. Et, pardon, mais dans notre circonscription de la Manche, ce à quoi aspirent les habitants, c'est à vivre dans la tranquillité. Alors on va parler de la sécurité. Parce que je pense que c'est le sujet le plus important. On s'est engagé effectivement à faire une question au cours de ce débat, mais vous savez très bien que la problématique principale pour les citoyens, elle repose sur le pouvoir d'achat. Que proposez-vous justement? On va vous entendre, mais on va également entendre les réactions de ces habitants qui sont, je le disais, entre terre et mer, avec des niveaux de revenus plus bas qu'ailleurs, plus bas que sur la circonscription qui se trouve dans le Nord-Cotentin, ou qui profite notamment de l'attrait du nucléaire. Écoutez ces réactions d'habitants recueillies cette semaine. Moi qui ai toujours eu, on va dire, des CDI à temps partiel, là voilà, avoir un temps complet c'est déjà mieux, mais avoir un meilleur salaire peut-être. Voilà, un peu plus de liberté, des choses comme ça. De pouvoir d'achat, c'est ça? Oui, c'est le thème qui est important. On voit au niveau du chariot de course que ça a quasiment doublé. Hein. Donc c'est très dur avec 2 enfants en bas âge. On voit que le chariot, il a quasiment doublé. Alors cette habitante, elle parle de ce chariot de course dont le prix augmente, mais dans un secteur comme celui-ci, rural, l'un des postes essentiels de dépenses, il est lié aux énergies, le carburant pour se déplacer, le chauffage au gaz ou à l'électricité, dans des logements parfois qui sont des passoires thermiques. Tout cela coûte cher. Le Rassemblement national propose la baisse de la TVA sur l'énergie. Ce n'est pas dans vos propositions, député de la majorité sortante, Stéphane Travers, et pourtant, ça semble plaire aux électeurs. Ce n'est pas une bonne solution, ça? Non, mais nous avons... comment on finance aussi cette baisse de la TVA sur l'énergie? Nous proposons autre chose. Nous avons mis en place un bouclier qui permet là aussi de réduire la facture énergétique. Nous proposons un certain nombre de dispositifs pour aider les gens à rénover leur logement lorsque vous avez des passoires thermiques. Nous avons mis en place les chartes carburant avec l'aide des grandes entreprises pétrolières de France. Nous avons incité à travers des aides au carburant les entreprises qui ont besoin d'aider leurs salariés pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Cette question de la vie chère, elle est importante aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens, et c'est vrai que c'est la question de la fin de mois. Comment lutter contre la vie chère? Comment on passe la fin de mois quand on a un travail qui est éloigné à 25 km et que l'on doit avoir 2 voitures dans son foyer? Donc un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. C'est aussi le travail qui doit mieux payer. Aujourd'hui, nous avons une chance unique dans le département de la Manche et dans la circonscription en particulier, c'est 4,5% de taux de chômage. Donc ce sont des salaires
salaires qui sont en hausse des gens, la première des sécurités pour nos concitoyens, c'est l'emploi. Et donc, avant d'aller sur les salaires, emploi, juste avant d'aller sur les salaires, on y reviendra, mais puisqu'on vous dit que ça coûte cher, effectivement, cette baisse de la TVA, et qu'en plus, c'est ce qu'on entend aussi, ça ne profiterait pas simplement aux personnes qui en ont besoin, mais à l'ensemble de nos concitoyens, y compris ceux qui ont largement les moyens de payer. Est-ce que c'est finalement de l'argent jeté par les fenêtres auquel on renonce ? Et la priorité, c'est que le travail paye, que le travail donne du pouvoir d'achat. On va en parler du travail, mais la TVA, justement. Mais justement, et pour que le travail paye et donne du pouvoir d'achat, justement, nous souhaitons baisser la facture énergétique. Donc en baissant la TVA, baisser la TVA, comme vous l'avez dit, sur l'énergie, qui permettra de baisser 2 factures. La facture de transport et la facture d'énergie. Aujourd'hui, quand vous faites un plein à la pompe, ce que vous payez, c'est 60% de taxes. C'est excessif. Mais qu'est-ce que vous dites? On peut baisser le prix des carburants? Baisser la TVA. D'accord. Baisser les TVA sur les carburants. Est-ce qu'on gèle les prix, justement, concernant l'énergie, concernant ces carburants, la consommation? Est-ce qu'on gèle les prix? Et je n'ai pas parlé de blocage de prix. Le blocage des prix n'est pas une solution. Quand vous bloquez des prix, vous créez 2 choses. Soit vous créez des pénuries, soit vous créez des effets d'aubaine. Ce n'est pas une bonne solution. En revanche, quand vous baissez la TVA, vous savez, la TVA se rajoute sur le prix de production. Donc si vous baissez la TVA, par le mécanisme de la concurrence, cette baisse va être répercutée sur le prix et donc va baisser les prix. Mais ça, c'est le mécanisme de libre marché. Et donc pour répondre à votre question sur comment on le finance, on le finance par la baisse des dépenses publiques. Aujourd'hui, en France, les dépenses publiques, c'est 58% du PIB, alors que la moyenne européenne, c'est 49%. Donc, il y a... L'État social aujourd'hui est trop généreux, et donc c'est en faisant des économies que nous pourrons financer cela. Et j'ajoute que c'est important, parce que nous pourrons aussi réorienter certaines dépenses, et notamment augmenter les allocations chômage qui ont été... dont l'universalité a été mise à terme par François Hollande, votée par la majorité à laquelle appartenait M. Travers. Et non, mais j'insiste, pardon, je sais que c'était pas le sujet, c'était pas la question, mais parce que la démographie est en berne depuis ce moment-là. Les familles. Moi, j'aimerais bien juste qu'on revienne un instant sur les salaires. Comment on finance cela? Aujourd'hui, on a une politique d'incitation pour l'ensemble des salaires dans ce pays. La compétitivité des entreprises, c'est la capacité des entreprises à pouvoir augmenter les salaires de leurs employés. C'est aussi la discussion dans les branches pour pouvoir arriver à une meilleure formation, relever les compétences des salariés pour là aussi gagner de meilleurs salaires. Mais moi, quand Gaëlle Vérov défend l'idée d'un SMIC à 1 600 € net par mois, elle dit qu'il faut faire barrage au Rassemblement national. C'est ce qu'elle proposait sur notre antenne dimanche soir. Est-ce que vous reprenez cette proposition ? Non, parce que cette proposition, elle est généreuse, mais elle doit se travailler avec les chefs d'entreprise. On ne peut pas imposer un SMIC minimum à 1 600 € par mois comme ça, parce que c'est 3 500 à peu près d'euros de charges pour l'entreprise. Non, moi, ce que je crois, c'est que c'est à travers la réindustrialisation, à travers la remise au travail de l'ensemble de nos concitoyens, que l'on arrivera aussi à dégager des marges de manœuvre pour plus de pouvoir d'achat, alors permettre à travers des dispositifs à la fois de soutien sur le logement, sur le handicap, sur le zéro reste à charge, par exemple, qui a été créé, un certain nombre de primes, la défiscalisation sur un certain nombre de boucliers énergétiques qui ont été mis en place. C'est cela qui doit permettre aujourd'hui cette circonscription de Coutances-Valognes n'échappe pas au problème de manque de médecins, comme toutes les circonscriptions rurales de cette région. À Montmartin-sur-Mer, par exemple, commune que vous connaissez bien, de 1400 habitants, le maire n'a pas hésité à débourser, vous avez suivi ça dans la presse, 10 000 € pour financer un cabinet de recrutement espagnol pour trouver un nouveau médecin. Dans cette circonscription, ce sont des centaines de patients qui se retrouvent aujourd'hui sans médecin traitant, et on ne parle pas des spécialistes, des dentistes, des généralistes. Écoutez ces réactions d'habitants, et je vous laisse la parole dans un instant. Nous avons du monde sur Gavrev, mais on n'a plus de médecin, il n'y en a plus qu'un. Donc, ce serait bien qu'il y en ait quelques autres qui viennent. Ça fait 5 ans ou 6 ans que la mairie en cherche, ils n'en trouvent pas. Qu'est-ce qui les empêche de venir? Est-ce que c'est trop rural? Est-ce que c'est trop campagnard? Je ne sais pas. Est-ce que les jeunes rêvent plus des villes et des inconvénients que les villes ont? Je ne sais pas.
Aucune idée, mais je sais que la mairie se bat pour nous en trouver, mais ils sont incapables d'avancer. Voilà, c'est un Gavray, pour préciser. Exactement, incapable effectivement d'avancer, nous dit cet habitant. Et pourtant, les élus locaux se décarcassent, permettez-moi cette expression, effectivement, mais ça ne donne rien. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces habitants qui sont très nombreux, sans médecin, et qui se demandent comment demain ils pourront être soignés dans le contexte actuel? Tout ce qui a été tenté ne donne pas vraiment d'effet. C'est effectivement... Pierre Giry. Chacun son tour. Ouais. Pierre Giry. Effectivement, les déserts médicaux sont un problème qui est douloureusement vécu par chacun d'entre nous. Les déserts médicaux proviennent d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Vous avez d'une part la demande de soins qui augmente avec le vieillissement de la population, et d'autre part l'offre qui baisse avec les départs à la retraite des médecins. La solution, c'est d'augmenter l'offre. Donc il y a deux manières d'augmenter l'offre, soit vous augmentez le nombre de médecins, soit vous augmentez le nombre de consultations par médecin. J'ai plusieurs propositions pour ces deux axes. Allez-y. Je peux mettre l'accent au moins sur l'une d'entre elles, qui est pour augmenter le nombre de médecins. Pour augmenter le nombre de médecins, nous pourrions demander aux jeunes médecins diplômés qui ont eu leurs études, qui ont eu des études gratuites pour eux, car le coût a été pris en charge par la collectivité. Mais ça arrive quand ça? Parce que en fait, c'est une solution qui intervient. De passer quelques années dans des déserts médicaux. C'est ce qu'on demande par exemple aux polytechniciens. Donc ça pourrait se faire très rapidement, pour la prochaine promotion, si j'ose dire. Ils doivent passer 10 ans au service de l'État, faute de quoi on leur demande de rembourser leurs études. Donc ça, vous mettez ça en place, et donc ceux qui sortent de promotion rapidement, ça peut prendre un effet rapide. Sur ce plan de la santé, Stéphane Travers, comment on fait? Parce que effectivement, quand je dis des centaines, c'est peut-être même des milliers d'habitants qui se retrouvent sans médecin traitant dans votre circonscription. C'est une mobilisation générale de tous les instants, parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes interpellés de façon constante. 2018, première étape, suppression du numerus clausus. Il va falloir attendre 2027, 2028 pour en avoir les premiers effets. Nous avons besoin de médecins. Nous avons besoin de rendre plus attractif les professions médicales en attirant de nouveaux étudiants, parce que les universités ne sont pas encore remplies en termes de formation. Et puis nous avons besoin de rendre plus attractifs aussi les territoires. Le département, les agglomérations font un gros travail pour permettre à des médecins de venir s'installer pour travailler sur des plateaux techniques, parce qu'un médecin aujourd'hui ne veut plus travailler seul, il veut travailler avec une équipe. On le voit, ça marche, mais très lentement, très doucement. Oui, mais les choses viennent pas suffisamment vite à notre goût. Pour commenter la proposition de M. Giry, ces jeunes qui pourraient venir donner quelques premières années de leur c'est quelque chose sur lequel nous avions travaillé avec un groupe transpartisan à l'Assemblée nationale, sur le fait d'obliger quelque part un étudiant qui sort de ses années d'études de venir travailler sur un territoire. Le problème, c'est que toute la France est en tension aujourd'hui. Donc gérer de la pénurie partout, c'est quelque part assez compliqué. Donc comment est-ce que nous devons faire? C'est inciter les jeunes, bien évidemment, à revenir sur le territoire où ils se sont formés, où ils ont grandi, où ils ont vécu. Mais c'est aussi leur donner un environnement qui leur permette de s'installer et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire le lien avec l'hôpital public, bien évidemment, qu'il faut préserver. C'est le lien avec la communauté médicale locale, c'est les CPTS que nous avons créés, et puis c'est aussi leur donner les moyens à travers les auxiliaires de médecine, à travers les infirmières en pratique avancée, qui vont soulager aussi leur quotidien, parce qu'ils ont énormément de visites et de patients, et donc il faut leur donner du temps médical supplémentaire, mais aussi, et j'en termine, faire en sorte que nous puissions, dans ce contexte, continuer à travailler sur la prévention aussi, avec le réseau des infirmières Azalée, par exemple. Et donc, là-dessus, nous avons besoin d'avoir une offre de soins qui soit cohérente et qui apporte le service aux concitoyens. Alors, on signale que vous êtes pratiquement à égalité au niveau du temps de parole, donc c'est une bonne chose. Il nous reste un peu plus de 10 minutes de débat sur cette circonscription de Coutances-Valognes. Et parmi les thèmes abordés dans cette campagne, il y a la question de la sécurité. Dans la Manche, vous le savez, on a enregistré une hausse des cambriolages de plus de 30%, des vols de voitures, notamment commis par des jeunes de 16 à 25 ans. La délinquance n'est plus réservée forcément aux villes. Pierre Giry, qu'est-ce que vous proposez très concrètement? Ce que nous voulons, c'est rétablir l'état de droit. Aujourd'hui, vous avez des décisions de justice qui ne sont pas appliquées, des peines de prison qui ne sont pas exécutées, faute de place en prison. Donc il faut construire des nouvelles places de prison. Il y a des décisions de justice, des décisions administratives, par exemple les EQTF, qui ne sont pas exécutées. Il faut les exécuter. Il faut évidemment aussi renforcer les forces de l'ordre sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette
évolution de l'insécurité sur une circonscription comme celle-ci, parce que c'est vrai qu'a priori, on a tendance à se dire que c'est plutôt des espaces plus calmes qu'ailleurs. Mais non, malheureusement, l'insécurité, elle grandit. Vous laissez votre canne à pêche dans votre jardin une nuit, le lendemain matin, elle n'est plus là. Vous allez à l'école, vos enfants vont en vélo prendre le bus, ils les attachent tous les trois ensemble. Ils reviennent le soir du bus, les vélos ne sont plus là. Il y a des vols dans les cimetières. Du département que vous donnez, dans les cimetières. C'est une image épouvantable du département qui ne correspond rien à la réalité. Mais malheureusement, ce sont ce que vivent les habitants de notre territoire, Monsieur Travers. Non. Est-ce que vous niez qu'ils le vivent? Ici, ils le vivent et ils le voient. Et ils voient aussi comment ça se passe ailleurs. Et c'est pour ça que, alors qu'ils ne me connaissent pas, ils m'ont placé en tête de ce premier tour. De 480 voix. Absolument. Mais en tête tout de même, je suis d'accord. Je pense que vous n'aurez pas la même vision de la situation. C'est un signal clair parce que les Français, les électeurs veulent que ça change. Moi, Ils veulent que la sécurité soit on peut ne pas être rétablie. d'accord sur le constat, enfin sur la nature de cette insécurité. Ceci dit, il y a effectivement dans l'imaginaire collectif, en tout cas, un sentiment d'insécurité. Oui, Comment on y répond? C'est pas que de l'imaginaire, il y a les déchéteries. Non, mais il y a un maire encore qui me confiait. Il y a des vols dans les déchetteries tous les 15 jours. Et il y a malheureusement cette insécurité. Stéphane Travers. Si M. Géry veut bien me laisser la parole 2 minutes, je pense qu'il y a un sentiment d'insécurité qui peut être lié aussi à et ce que les gens nous disent. Considèrent que dans ce département, dans cette circonscription, ils y vivent plutôt bien et paisiblement. Mais il y a le prisme de ce qu'ils le voient à la télévision, à travers un certain nombre de chaînes d'infos qui peuvent leur laisser penser que la France pourrait être à feu et à sang. Ils ne veulent pas que cela se reproduise sur leur territoire. Dit, Stéphane, et ça, je veux bien les les chiffres que j'ai communiqués il y a quelques instants, ce sont des chiffres officiels qui viennent de la préfecture. Mais bien évidemment, maintenant, c'est donc il y a une réalité. Est-ce que nous avons un État qui protège? Comment? Avec le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes. Ce qui ne s'était pas fait, je veux rappeler qu'un certain nombre de gouvernements avaient supprimé des postes de policiers et gendarmes. Nous avons rétabli des postes de policiers et de gendarmes depuis 7 ans. En les formant mieux, nous avons besoin d'une police et d'une gendarmerie qui ait un maillage vraiment efficace. De création de gendarmerie dans le département de la Manche, une à Tolva, une au Mont-Saint-Michel, une meilleure répartition des forces de sécurité sur le département, c'est continuer à recruter et à former. Et puis, c'est faire en sorte que demain, nos concitoyens, en mettant des moyens aussi sur la justice, que la justice soit à la fois de proximité, soit mieux rendue. Et c'est ce service public de la justice dont nous avons besoin. Mais quand on voit qu'il y a une délinquance des mineurs qui progresse avec des vols qui sont commis par des adolescents de 15, 16 ans, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on sanctionne? Parce que c'est une des propositions des candidats du Rassemblement national. Est-ce qu'on sanctionne les parents? Moi, je suis pour un gros travail de prévention avec... Vous savez, on demande beaucoup de choses à l'école. L'école de la République, elle est là pour enseigner, former... Et je crois qu'il y a aussi le rôle des familles sur lequel il faut que l'on refasse un gros travail parce que là aussi, c'est la responsabilité des parents de surveiller le comportement aussi de leurs enfants. Je ne suis pas persuadé qu'il faille sanctionner toujours les parents, mais c'est prévenir... En supprimant les allocations familiales, Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut travailler les inégalités à la racine. Et c'est là où nous aurons de bons résultats. Pierre Géry, votre réaction par rapport à ça? Sur cette proposition? Deux choses. Je souhaite que les forces de l'ordre puissent se concentrer sur les voyous et non pas sur la judiciarisation des actes du quotidien. Les excès, des petits excès de vitesse, etc. La priorité, elle est là. Parce que les habitants de nos territoires ne souhaitent pas que la Manche devienne la Seine-Saint-Denis. Bon, c'est pas Chicago, la Manche, c'est ce que disait. La deuxième chose sur l'éducation. Si vous viviez dans ce territoire, M. Géry, vous verriez que ça ne correspond pas du tout à l'image que vous renvoyez aujourd'hui. C'est déplaisant et désagréable pour les habitants. Vous ne rendez pas hommage aux habitants de ce territoire et aux élus. Je parle des maires, je ne parle pas des parlementaires, aux élus qui font vivre ce territoire en permanence et qui se donnent un mal de chien tous les jours pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin. Alors, la réponse de Pierre Géry, et puis on avance, on va continuer à évoquer d'autres sujets. Sur cette attaque que fait Stéphane Travers de manière infondée, auquel j'ai eu l'occasion de répondre plusieurs fois. Ça fait 20 ans moi, que je suis présent dans la Manche. Moi, j'y suis né et je resterai là encore après, même si je ne suis pas élu. À Hauteville-sur-Mer, donc je la connais. J'ai grandi, j'ai passé une partie de mon enfance ici.
Alors, on va continuer à évoquer d'autres thématiques de cette campagne. Et parmi les questions qui sont soulevées, il y a celle de l'écologie. Écoutez cette réaction d'un habitant recueilli cette semaine. On parle très peu d'écologie et je pense que c'est important pour le pouvoir d'achat à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, l'écologie, le fait qu'on n'agisse pas dessus, ça coûte cher. Il y a des maladies, notamment respiratoires, qui sont dues justement à la pollution de l'air, qui coûtent de l'argent à la Sécu et on n'en parle pas assez. Et je pense qu'il faut remettre ça un peu au goût du jour. Il y a de l'emploi à créer sur l'écologie, que ce soit sur les éoliennes, que ce soit sur des installations, sur l'entretien des espaces verts, le développement des espaces verts. Et je trouve que voilà, c'est pas du tout abordé dans les élections et c'est grave. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler d'écologie durant ces 3 semaines de campagne. Pourtant, sur un territoire comme celui de cette circonscription, il est directement impacté. Le recul du trait de côte, par exemple, c'est aussi une circonscription sur laquelle on produit de l'énergie. Les éoliennes, ce monsieur en parlait, c'est pas forcément votre tasse de thé du côté des LR et du Rassemblement national. Pourtant, il le dit, ça peut être aussi une source de développement économique pour un territoire comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, il y a plusieurs sources d'énergie possibles. La meilleure source que nous ayons, c'est le nucléaire. Malheureusement, les décisions prises sous François Hollande nous ont conduit à prendre du retard et une perte de compétences dans le nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie abondante, propre, constante, de bonne qualité, et c'est cela qui doit constituer le pilier de notre mix. Et le renouvelable, qu'est-ce qu'on en fait ? Sur les éoliennes, je pense qu'il faut que nous écoutions aussi les habitants des territoires concernés. Quand vous allez dans les Hauts-de-France, il y a une telle proportion d'éoliennes aujourd'hui que ça nuit à la qualité de vie des gens sur place. Et donc il ne faut pas que cela se fasse contre les habitants. On fait un moratoire contre les éoliennes, aucune éolienne dans votre circonscription, c'est quelque chose que vous pourriez défendre ? Moi, je ne pense pas que la construction d'éoliennes soit la priorité, d'autant que vous savez que derrière chaque éolienne, il y a une centrale à gaz, parce que l'éolienne est par nature intermittente. Et donc, quand il n'y a pas de vent, il faut allumer sur le gaz. Sur la question de l'écologie, plus largement, pour répondre à cet habitant, Stéphane Travers, est-ce que l'on peut mettre un peu de vert dans son programme quand on est représentant de ce territoire de Coutances-Valognes ? Mais bien sûr. Parce que, concrètement, comment ? Moi, je soutiens la filière nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée et donc on y met du vert, donc quelque part. Je soutiens la filière, le mix énergétique à travers le développement des énergies renouvelables, éolien offshore et hydrolien offshore. Mais on a aussi quelques beaux sujets environnementaux à traiter dans cette circonscription. C'est le sujet du trait de côte, comment on aménage demain le territoire, comment on le rend plus résilient, comment on préserve nos terres agricoles. Et puis on utilise moins de pesticides. C'est la tourbière de Baute. 30% de la réserve de carbone se situe dans la tourbière de Baute. Demain, nous avons une grande mare qui fait 400 hectares, 1000 hectares en noyer demain qui vont capter du carbone. Ça, c'est un beau projet environnemental sur lequel nous devons travailler. Benoît disait comment on utilise moins de pesticides aussi, et c'est un sujet sur lequel vous avez été un petit peu malmené. Non, sur les sujets jamais malmenés, sur les sujets agricoles, bien évidemment, c'est comment on conduit la résilience de nos exploitations à travers la lutte contre le changement climatique et comment nous faisons en sorte qu'à travers la recherche et l'innovation, on utilise moins d'intrants pour produire une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable. Alors, on est à 4 jours de ce second tour des élections législatives et on arrive pratiquement à la fin de ce débat. Que voulez-vous dire aux électeurs pour qu'ils se déterminent et qu'ils votent pour vous, en fait, dimanche ? Pierre Giry, pour commencer. Je les appelle à se rassembler sur ma candidature d'Union nationale. Cette élection de dimanche est une opportunité historique d'engager le redressement de notre pays, de mettre fin à 7 ans de macronisme. Et donc, j'appelle tous les électeurs à se rassembler sur ma candidature, car voilà, le redressement est possible. Et quel genre de député vous serez auprès des citoyens ? Comment vous allez exercer ce mandat si vous êtes élu dimanche ? Je souhaite être accessible, proche, et je souhaite aussi que l'Assemblée nationale incarne une certaine dignité, ce dont elle a pu manquer sur l'extrême gauche de ces bancs ces derniers temps, et aussi donc de la dignité et aussi du courage. Stéphane Travers, est-ce qu'on peut avoir été et être dans le futur, autrement dit avoir été un représentant de la Macronie qui s'effondre aujourd'hui et être un député qui serve à quelque chose demain ?
Me connaît qui s'effondre, ça c'est votre commentaire. Moi je suis un élu engagé, un élu de ce territoire. Je suis né, je vis sur ce territoire au milieu des gens. Ils savent qu'ils peuvent me trouver auprès d'eux pour les écouter. Je travaille dans la proximité en permanence avec les citoyennes et les citoyens de ce territoire. Moi demain j'appelle tous les progressistes, toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de repli, de rejet, de racisme qui sont portées par les représentants du Front National et leurs alliés, de l'extrême droite, de l'ultra-droite, à se retrouver autour de ma candidature pour défendre un projet de rassemblement autour des valeurs de progrès, de solidarité, parce que nous avons besoin de retrouver un débat apaisé et de rassembler les Français autour de projets. Cette outrance langagière vous dessert malheureusement et n'est pas favorable à la cohésion nationale que nous souhaitons justement retrouver. Ce n'est pas de la cohésion, le programme du Rassemblement national, malheureusement, c'est un programme de repli et de rejet. À la fin de cet échange... La tranquillité auquel aspirent les habitants de notre circonscription. On vous retrouvera dimanche soir sur nos antennes pour le résultat de ce second tour des législatives. On suivra justement les reports de voix dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission. Ça sera très intéressant. Merci tous les deux d'avoir participé Merci à vous. À cette émission.